Des gangsters couchent avec elle à tour de rôle sans savoir qu'elle est une soldate entraînée. Avant de commencer, laissez un commentaire ci-dessous avec votre pays et l'heure qu'il est en ce moment. Que ce soit le lever du soleil à Nairobi, minuit à New York, l'après-midi au Canada ou le soir en France, je veux savoir. Ne restez pas les bras croisés. Dites-moi où vous êtes dans le monde. Plongeons maintenant dans le vif du sujet. Les mains d'Élodie Moreau tremblaient sans cesse tandis qu'elle les pressait contre la plaie béante à la poitrine de Mathis. Son sang était partout, sur ses vêtements, s'infiltrant dans le sol en terre battue de la cabane, rougissant le monde. « Reste avec moi », murmura-t-elle, la voix brisée tandis que ses yeux papillonnaient. Quelques heures auparavant, ils riaient ensemble, son badge de police reflétant la lumière du soleil tandis qu'ils traversaient la forêt. Maintenant, le chef du gang qui les avait tendu une embuscade, un homme qu'ils appelaient Lazare, se tenait au-dessus d'eux, ses bottes à quelques centimètres du visage de Mathis. Le reste de ces hommes formait un cercle autour d'eux, leur rire résonnant sur les murs de la cabane, tandis qu'ils la regardaient tenter désespérément de sauver son mari. Lorsqu'ils avaient rencontré Lazare pour la première fois au café de la petite ville ce matin-là, Élodie avait immédiatement senti le danger. Ses années d'entraînement militaire avaient déclenché toutes ces alarmes, mais Mathis avait insisté sur le fait qu'ils étaient simplement en vacances, qu'elle était paranoïaque après trop de déploiements. « Regardez-moi cette petite soldate pleurer », railla Lazare en s'accroupissant pour lui attraper le menton, la forçant à le regarder. « Tu n'es plus aussi forte, hein? » Ils ignoraient qu'elle était soldate quand ils avaient commencé. Ils avaient simplement vu un couple traverser leur territoire, une proie parfaite. Ce n'est que lorsqu'ils ont trouvé la carte d'identité de Mathis et ses plaques militaires que tout a basculé. Le plan initial de les dévaliser et de les terroriser s'était transformé en quelque chose de bien plus sombre. Élodie avait assisté avec horreur à la torture de Mathis, la forçant à contempler chaque seconde de sa souffrance. Elle avait été entraînée à supporter les interrogatoires, à compartimenter la douleur, à survivre à des situations impossibles, mais rien ne l'avait préparée à voir l'homme qu'elle aimait souffrir alors qu'elle restait impuissante, attachée à une chaise avec du fil de fer qui lui entaillait les poignets. Le dernier coup de feu résonnait encore dans ses oreilles. Lazare avait appuyé le canon contre la tempe de Mathis et appuyé sur la détente sans hésiter, après avoir confirmé qu'il s'agissait bien de la police. Puis, il s'était tourné vers elle, la haine brûlante dans le regard. « Flics et soldats », avait-il craché, « vous entrez sur notre territoire en vous croyant meilleur que nous. » Le deuxième coup de feu avait visé sa poitrine. Elle avait senti l'impact, le monde tournoyant tandis qu'elle tombait en arrière, l'obscurité s'installant. Il l'avait laissée pour morte à côté de son mari, leurs bottes s'éloignant au pas tandis qu'elle perdait connaissance. Mais Élodie n'était pas morte. La balle avait touché ses plaques militaires, dévié juste assez pour manquer son cœur, déchirant les muscles au lieu des organes vitaux. Elle était restée allongée là pendant des heures, sombrant dans l'inconscience, son corps en état de choc tandis que la nuit devenait froide autour d'eux. L'aube perça les fenêtres de la cabine, éclairant le massacre. Élodie se força à bouger, la douleur la déchirant à chaque respiration. Son entraînement des forces spéciales se fit sentir tandis qu'elle évaluait ses blessures. Blessures par balle au haut du thorax, côte cassée, commotion cérébrale. Survivable. Elle rampa jusqu'à Mathis, sachant ce qu'elle trouverait, mais désireuse de confirmer la réalité. Son corps était froid, ses yeux ouverts et aveugles. Les doigts tremblants, elle les ferma, pressant son front contre le sien. « Je les trouverai tous », murmura-t-elle d'une voix rauque de douleur et de détermination. « Je te le jure, je les ferai payer. » La promesse se solidifia en elle comme du béton, se transformant en quelque chose d'incassable. Élodie Moreau, capitaine des forces spéciales, experte en guérilla et en survie, était morte dans cette cabine aux côtés de son mari. Ce qui surgit du sol taché de sang était tout autre chose, une arme forgée dans le chagrin et la rage. Élodie rassembla le peu de provisions qu'elle put trouver dans la cabane. Un couteau de chasse, de la corde, une trousse de premiers secours cachée sous l'évier. Elle arracha des bandes de sa chemise pour panser sa blessure, serrant les dents sous la douleur. Leur sac à dos était toujours là, fouillé, mais contenant quelques objets utiles. Le revolver de police de Mathis avait disparu, emporté par la bande, mais Élodie trouva des munitions cachées dans les murs de la cabane. Preuve que cet endroit appartenait à des criminels.
Elle savait que la bande reviendrait. C'était clairement l'une de leurs planques. Au lieu de fuir, elle décida d'attendre. Qu'ils reviennent, qu'ils découvrent que la femme qu'ils pensaient avoir tuée avait disparu. Que la peur s'installe. Elle déposa soigneusement le corps de Mathis sur le lit, le recouvrant d'une couverture. Attends-moi, murmura-t-elle. Je ne serai pas longue. Puis elle se glissa dans la forêt, se déplaçant comme une ombre malgré ses blessures. D'abord, elle devait guérir. Ensuite, elle les chasserait. 3 semaines plus tard, Élodie était accroupie dans les branches d'un grand chêne, ses jumelles braquées sur un bord délabré à la lisière de la petite ville de Saint-Marcel. La blessure à sa poitrine commençait à cicatriser, laissant une cicatrice rouge sang qui tiraillait à chaque mouvement. Elle avait installé un campement temporaire au cœur de la forêt, utilisant son entraînement de survie pour rester cachée tout en recueillant des renseignements sur le gang de Lazare. Le bar, appelé le Sanglier Noir, semblait être leur principal lieu de rassemblement. Pendant des jours, elle avait observé leurs allées et venues, apprenant leurs habitudes, leurs noms, leurs faiblesses. Lazare était clairement le chef de l'opération locale, mais elle avait remarqué sa déférence lorsqu'il parlait au téléphone à celle qu'il appelait mère. L'influence du gang s'étendait au-delà de cette petite ville, avec des liens avec le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains qui avaient clairement corrompu les autorités locales. Ce soir-là, l'un des hommes de Lazare quitterait le bar seul. Arnaud, un homme nerveux avec un tatouage de serpent dans le cou, partait toujours vers minuit pour effectuer une livraison. Élodie avait tracé son itinéraire à travers la forêt, un raccourci qu'il empruntait pour éviter la route principale. Son piège était déjà tendu. À la tombée de la nuit, elle descendit de son perchoir et se déplaça silencieusement à travers les arbres, le corps peint de boue et de cendres pour se fondre dans l'ombre. Son entraînement militaire comprenait des techniques de survie et de furtivité approfondies, des compétences qu'elle avait perfectionnées lors de missions à travers le monde. Désormais, ces mêmes compétences serviraient à un autre objectif, non pas la sécurité nationale, mais la vengeance personnelle. Elle se posta derrière un gros rocher sur le chemin d'Arnaud, vérifiant le fin fil de fer qu'elle avait tendu en travers du sentier, invisible dans l'obscurité, fixé à hauteur de cheville. À minuit précis, la porte arrière du Sanglier Noir s'ouvrit et Arnaud en sortit, allumant une cigarette. Élodie l'observa à travers sa lunette de vision nocturne, tandis qu'il attachait un sac à dos sur son épaule et se dirigeait vers la lisière des arbres. Son cœur restait stable, sa respiration maîtrisée. Ce n'était pas sa première embuscade, même si c'était la première fois qu'elle traquait un humain pour d'autres raisons que le devoir. Elle se souvenait du rire d'Arnaud tandis que Mathis hurlait de douleur, de la suggestion qu'il avait faite de s'amuser un peu avec elle avant de la tuer. Ce souvenir n'altéra pas son jugement, il l'aiguisa. 15 minutes plus tard, elle l'entendit approcher, le crissement de ses bottes sur le sol de la forêt, les jurons occasionnels des branches accrochées à ses vêtements. Puis vint le bruit satisfaisant d'un fil de fer tendu, suivi d'un cri de surprise et du bruit sourd d'un corps heurtant le sol. Élodie se déplaçait rapidement, silencieusement. Avant qu'Arnaud ne puisse comprendre ce qui s'était passé, elle était sur lui pressant un couteau contre la gorge. « Tu te souviens de moi ?» murmura-t-elle, voyant ses yeux s'écarquiller dans l'obscurité tandis qu'il reconnaissait. « Tu es mort », haleta-t-il en essayant d'attraper le pistolet à sa ceinture. Elle lui enfonça son genou dans le plexus solaire, lui coupant le souffle. « Je vais mieux », répondit-elle froidement. L'interrogatoire qui suivit fut rapide et efficace. Élodie avait été formée à l'extraction d'informations, et Arnaud craqua sans difficulté, révélant la structure de leur opération, l'emplacement de leur base principale et, surtout, l'identité de mère, Béatrice Vauquelin, la mère de Lazare, et véritable force motrice de leur entreprise criminelle. Lorsqu'elle eut appris tout ce qu'elle avait à dire, Élodie mit fin rapidement, avec plus de clémence qu'il n'avait fait preuve envers Mathis. À l'aube, elle la trouva au bord d'une falaise, observant les vautours tournoyer au-dessus d'elle. La disparition d'Arnaud alerterait les autres, mais ils ne sauraient bien ce qui s'était passé, seulement qu'il avait disparu. La peur était une arme puissante, qu'Élodie comptait bien manier avec précision. Elle avait pris son sac à dos, y trouvant de la drogue, de l'argent et un pistolet avec un chargeur plein. Des ressources pour sa mission. En se détournant du bord de la falaise, ses doigts effleurèrent l'alliance qu'elle portait désormais sur une chaîne autour du cou. « Un de moins », murmura-t-elle à la mémoire de Mathis.
La douleur dans sa poitrine n'était plus seulement physique. C'était un vide qui semblait s'élargir à chaque respiration. Elle n'avait jamais imaginé que leur histoire se déroulerait ainsi. Ils s'étaient rencontrés lorsque Mathis, un policier local, avait été affecté comme agent de liaison auprès de son unité militaire lors d'un exercice de lutte contre le terrorisme intérieur. Sa gentillesse avait brisé ces murs soigneusement construits, lui montrant qu'il pouvait y avoir plus dans la vie que le devoir et le service. La ville de Saint-Marcel était en proie à un profond malaise. La disparition d'Arnaud avait été suivie d'événements étranges. Des provisions avaient disparu du hangar de la bande, une moto sabotée, un accident qui avait entraîné l'hospitalisation d'un autre membre. Le shérif Théo Haddad observait la tension grandissante avec un mélange d'inquiétude et de satisfaction secrète. Pendant des années, la bande de Lazare avait opéré en toute impunité sur son territoire, protégée par des relations qui dépassaient largement les limites de la ville. Théo avait été contraint de fermer les yeux, d'accepter des dons au département, d'ignorer les disparitions de jeunes femmes des villages voisins. Il s'en voulait, mais l'alternative était de voir sa propre famille en danger. À présent, quelqu'un perturbait l'équilibre des pouvoirs soigneusement maintenus, et il ne pouvait s'empêcher de ressentir une lueur d'espoir, même en faisant semblant d'enquêter sur ce que la bande appelait des attaques contre des hommes d'affaires légitimes. Élodie observait le shérif depuis sa cachette en face du commissariat. C'était un homme grand, aux yeux fatigués et aux épaules voûtées, la posture de quelqu'un qui porte un lourd fardeau moral. Ses renseignements avaient révélé que, s'il acceptait des pots de vin, il le faisait sous la contrainte et utilisait une partie de l'argent pour aider secrètement les victimes du gang à s'échapper de la zone. Il pourrait s'avérer utile, ou du moins pas un ennemi. Elle avait passé la semaine précédente à dresser une carte stratégique des opérations du gang, à identifier les vulnérabilités et à planifier ses prochaines actions. Le complexe où résidait Mère était fortement gardé, situé au cœur de la forêt, au bord d'un lac. Avant de pouvoir frapper au cœur, elle devait affaiblir les défenses extérieures, éliminer les lieutenants clés et rassembler davantage de ressources. Plus important encore, elle devait comprendre pourquoi il se trouvait dans cette zone. Des organisations criminelles aussi sophistiquées ne choisissaient pas des endroits reculés sans raison. La nuit tombait tandis qu'Élodie se dirigeait vers sa prochaine cible, une cabane qui servait de dépôt aux armes du gang. Son plan n'était pas seulement d'éliminer un autre homme de Lazare, mais de s'armer et de détruire leur cache de munitions. Le garde était un homme nommé Xavier, qui avait maintenu Mathis au sol pendant que Lazare le frappait. Ce souvenir la vivifiait tandis qu'elle avançait silencieusement dans les sous-bois, ses mouvements précis et prédateurs. Xavier était insouciant, assis sur le porche de la cabane, une bière dans une main et son téléphone dans l'autre, la lueur de l'écran illuminant son visage dans l'obscurité. Élodie s'approcha par derrière, se faufilant hors de son champ de vision, entrant dans la cabane par une fenêtre qu'elle avait déjà repérée. À l'intérieur, elle trouva ce qu'elle attendait, des caisses d'armes, des boîtes de munitions et des sacs contenant ce qui semblait être des explosifs. Elle travailla rapidement, choisissant un fusil de calibre militaire similaire à celui qu'elle avait utilisé en service, plusieurs armes de poing, des munitions et un jeu de couteau de combat. Elle prépara tout le reste pour la destruction, disposant les explosifs pour un effet maximal tout en s'assurant que l'explosion serait contenue à cet endroit. Tandis qu'elle travaillait, elle entendit Xavier recevoir un appel, sa voix traversant les murs fins. Non, tout est calme ici. Aucun signe de celui qui a tué Arnaud. Un silence. Oui, Lazare a mis tout le monde en état d'alerte maximale. Mère envoie des hommes de Lyon demain. C'était une information précieuse. Des renforts arrivaient. Il lui fallait accélérer le rythme. Finissant ses préparatifs, Élodie se dirigea vers la porte, se préparant à l'affrontement avec Xavier. Le couteau dans sa main lui semblait comme une extension de son bras, familier et mortel. Le meurtre fut rapide et silencieux. Xavier n'eut pas le temps d'appeler à l'aide, ne la vit pas arriver. Alors que son corps s'effondrait sur le porche, Élodie le traîna à l'intérieur de la cabane, le positionnant près du centre de la pièce. Cette mort ne serait pas anonyme, elle enverrait un message. Elle plaça le badge de police de Mathis, qu'elle avait récupéré sur son corps avant de l'enterrer, sur la poitrine de Xavier. Qu'il sache pourquoi cela arrivait. Qu'il ressente la peur d'être traqué. Elle se retira à distance avant de déclencher l'explosion. Le ciel nocturne s'illumina d'une lueur orangée tandis que la cabane prenait feu,
l'explosion résonnant dans la forêt. De son poste d'observation, Élodie regarda les hommes sortir en masse des bâtiments voisins, criant de confusion et d'alarme. Parmi eux se trouvait Lazare, le visage crispé de rage, aboyant des ordres à ses subordonnés. Trouvez celui qui a fait ça, hurla-t-il, sa voix résonnant dans la nuit. Je les veux vivants. Le shérif Théo-Haddad se tenait devant les restes fumants de la cabane, ses adjoints sécurisant le périmètre avec du ruban jaune. L'explosion avait réveillé la moitié de la ville et, au matin, les rumeurs allaient bon train. Certains parlaient d'une bande rivale s'installant sur le territoire, d'autres murmuraient des agents du gouvernement. Seul Théo avait vu le badge de police retrouvé dans les décombres, partiellement fondu mais encore reconnaissable. Il l'avait rapidement empoché avant que les hommes de Lazare ne le repèrent, un acte de défi qui le réjouissait et le terrifiait à la fois. Le badge appartenait à un officier nommé Mathis Moreau, d'un commissariat situé à plusieurs heures de là. Un appel rapide et discret avait confirmé que l'officier Moreau et sa femme Élodie avaient été portés disparus 3 semaines auparavant, lors d'une randonnée. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, dessinant un tableau qui redonnait à Théo son premier véritable espoir depuis des années. « Shérif, on a trouvé autre chose », lança son jeune adjoint, Loïc, derrière un arbre calciné. Théo s'approcha, prenant soin de rester hors de portée de voix des hommes de Lazare qui rôdaient au bord de la Seine. Loïc désigna une marque gravée dans le tronc de l'arbre, un symbole simple que Théo reconnut immédiatement, remontant à ses années militaires avant de rejoindre les forces de l'ordre. C'était une désignation des forces spéciales, plus précisément d'une unité d'élite spécialisée dans les opérations secrètes. « N'en parlez à personne », murmura Théo, l'esprit bourdonnant. L'épouse disparue, Élodie Moreau, était-elle militaire? Était-ce elle qui démantelait systématiquement l'opération de Lazare? Si oui, elle était à la fois extrêmement dangereuse et potentiellement la réponse à ses prières. Quelqu'un avec cette information pourrait réussir là où les forces de l'ordre avaient échoué et pourrait enfin mettre fin à l'empire criminel de la famille Vauquelin. Mais d'abord, il devait la retrouver avant les hommes de Lazare. De l'autre côté de la ville, sur le marché animé de Sainte-Marcel, Élodie se déplaçait prudemment parmi les clients matinaux, son apparence altérée par une perruque blonde et des lunettes. L'explosion avait créé exactement la distraction dont elle avait besoin, détournant l'attention de ses autres activités. Elle avait passé les premières heures à installer des micros près de lieux stratégiques, le bureau du shérif, le sanglier noir et la maison du maire de la ville, qu'elle soupçonnait d'être étroitement impliquée dans les opérations de la famille Vauquelin. Maintenant, elle avait besoin de fournitures et d'informations. La pharmacienne du coin, une femme âgée nommée Margot, observait avec curiosité Élodie choisir pansement, antiseptique et analgésique. « Vous n'êtes pas du coin », observa Margot en encaissant les achats. Ce n'était pas une question. Élodie esquissa un sourire expert qui n'atteignit pas ses yeux. « Je suis juste de passage », répondit-elle avec l'accent régional qu'elle avait perfectionné. Margot se pencha en avant, sa voix se réduisant à un murmure. « Soyez prudent en passant. Les gens ont tendance à disparaître par ici, surtout les jolies jeunes femmes comme vous. » L'avertissement était sincère, l'inquiétude se lisait sur le visage de la femme plus âgée. Élodie hocha la tête, gardant sa couverture tout en classant l'information. « J'ai entendu des histoires, admit-elle, laissant transparaître une lueur de peur. À propos de la famille Vauquelin, » les yeux de Margot s'écarquillèrent légèrement devant la franchise d'Élodie, puis elle hocha la tête presque imperceptiblement. « Ils prennent des filles, » murmura-t-elle en jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne l'écoutait. « Des villages, de la route. Personne ne sait où elles vont, mais elles ne reviennent jamais. L'ami de ma petite fille, 17 ans à peine, a disparu il y a 3 mois. Le shérif a enquêté, mais... » Sa voix s'éteignit, son intention claire. Il ne s'agissait pas seulement de trafic de drogue et de racket de protection. De trafic d'êtres humains, ce qui expliquait la nécessité de lieux isolés, de fonctionnaires corrompus et d'une sécurité renforcée. Alors qu'Élodie quittait la pharmacie, sa mission changea dans son esprit. La vengeance pour Mathis restait sa motivation, mais elle comprenait désormais que cela était plus important que sa perte personnelle. Des victimes souffrant encore, étaient encore en vie et pouvaient être sauvées. Sa carrière militaire avait été bâtie sur la protection, défendre les innocents, assurer la sécurité des plus vulnérables.
Ses instincts n'avaient pas disparu avec Mathis. Au contraire, ils brûlaient plus fort maintenant. Elle ajusta le sac à dos contenant ses armes fraîchement acquises et se dirigea résolument vers la périphérie de la ville. Sa prochaine cible serait Lazare lui-même, mais il lui fallait d'abord localiser les femmes disparues. Si la famille Vauquelin se livrait à un trafic d'êtres humains, il lui faudrait un lieu sécurisé, isolé mais accessible. Elle sortit la carte qu'elle avait annotée, indiquant les emplacements potentiels en fonction du terrain et de l'accessibilité. Le campement près du lac était le candidat le plus probable, mais s'en approcher nécessiterait davantage de reconnaissance et de planification. Le complexe était niché au bord du lac, une vaste propriété entourée de hauts murs et surveillée par des gardes armés. De son poste d'observation dans la forêt dense, Élodie utilisa sa lunette pour étudier les mécanismes de sécurité. Rotation des gardes, positionnement des caméras, point d'entrée. Ce qu'elle vit confirma ses soupçons. Ce n'était pas un repère criminel ordinaire. La sécurité était professionnelle, de niveau militaire, avec des champs de vision superposés et des patrouilles régulières. Plus important encore, elle observa des jeunes femmes escortées entre les bâtiments, leurs mouvements restreints, leur posture exprimant la peur et la résignation. Son cœur se serra à cette vue, la colère montant en elle comme une force physique. Mathis aurait remué ciel et terre pour sauver ces femmes. Honorer sa mémoire signifiait faire de même. Pendant 3 jours, Élodie observa le complexe, documentant tout. La maison principale où résidait, supposait-elle, Béatrice Mère Vauquelin se dressait au centre de la propriété, une élégante structure de pierre qui trahissait la laideur des événements. Des bâtiments plus petits l'entouraient, les quartiers des gardes, ce qui semblait être des dortoirs pour les femmes captives, et un grand entrepôt près du lac d'où les bateaux arrivaient et partaient régulièrement. Le point faible de leur sécurité résidait dans la relève à l'aube, lorsque les gardes de nuit, fatigués par leur surveillance, passaient le relais à l'équipe de jour. C'était à ce moment-là qu'elle s'infiltrerait, non pas pour attaquer directement. Elle n'était pas assez folle pour croire pouvoir s'attaquer seule à tout le complexe, mais pour recueillir des renseignements et, si possible, entrer en contact avec les captives. Alors que le soleil commençait à se coucher le 3e jour, elle se prépara, vérifiant ses armes et son équipement. Ce soir, elle se reposerait. Demain, avant l'aube, elle passerait à l'action. La forêt lui offrit un abri lorsqu'Élodie s'approcha du mur d'enceinte juste avant l'aube, se déplaçant silencieusement dans les sous-bois. Elle avait enduit son visage et sa peau nue de boue pour atténuer la brillance et masquer son odeur au chien de garde qu'elle avait observé. Ses cheveux étaient fermement attachés en arrière et elle portait des vêtements sombres qui lui permettaient de se déplacer librement, tout en se fondant dans l'ombre. Le mur lui-même mesurait 3 mètres de haut et était surmonté d'un grillage de sécurité, mais Élodie avait identifié une section où un grand arbre poussait suffisamment près pour lui permettre d'y accéder. Utilisant des techniques perfectionnées par des années d'entraînement, elle escalada l'arbre et navigua prudemment sur la branche qui dépassait le mur, évitant le grillage. La chute vers l'autre côté se fit silencieusement, son corps absorbant l'impact lorsqu'elle atterrit accroupie, se plaquant immédiatement contre le mur pour éviter d'être repérée. La patrouille de garde venait de passer, ce qui lui laissait environ 8 minutes avant la suivante. Passant d'ombre en ombre, Élodie se dirigea vers le dortoir. Un gardien endormi se tenait à l'entrée, luttant pour rester éveillé après sa garde de nuit. Elle fit le tour du bâtiment et trouva une fenêtre au fond du bâtiment. À travers, elle pouvait voir des rangées de lits superposés occupés par des femmes endormies, la plupart semblant avoir entre 18 et 20 ans. Ce spectacle renforça sa détermination. À l'aide d'un coupe-vert pris dans son sac, elle créa soigneusement une ouverture suffisamment large pour y glisser sa main et déverrouiller la fenêtre. Alors qu'elle l'ouvrait, une jeune femme à proximité remua, les yeux écarquillés d'inquiétude. Élodie porta rapidement un doigt à ses lèvres, lui faisant signe de se taire. La femme, maigre, les joues creuses et les yeux cernés, la fixait incrédule. « Je suis là pour vous aider », murmura Élodie en français. « Pas aujourd'hui, mais bientôt. Dites-moi ce que vous savez. » La femme, qui s'appelait Ambre, s'approcha prudemment de la fenêtre. « Nous sommes 23, » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Ils amènent de nouvelles filles chaque mois, on emmène d'autres. Ils... » Sa voix tremblait. « Ils nous font servir les hommes, et pire encore. Mère nous vend à de riches clients, en expédie certaines à l'étranger.
Lazare est son fils. Il gère les opérations locales, amène de nouvelles filles. Les larmes lui montèrent aux yeux. S'il vous plaît, si vous pouvez nous aider. Un bruit extérieur l'interrompit, des pas qui approchaient. Élodie glissa rapidement un petit dispositif de localisation dans la main d'Ambre. Cache cela où ils ne le trouveront pas. Je reviendrai vous chercher. Elle referma la fenêtre juste au moment où la porte du dortoir s'ouvrait, se glissant dans l'ombre tandis qu'un garde entrait pour réveiller les femmes. Son infiltration avait réussi, mais ce qu'elle venait d'apprendre la glaça. Cette opération était plus vaste et mieux organisée qu'elle ne l'avait imaginé. Démanteler Lazare ne suffirait pas. Il faudrait démanteler tout le réseau. Lazare Vauquelin frappa du poing sur la table, faisant sauter les verres. 3 morts, une cache d'armes détruite, et vous me dites que vous n'avez rien? Son visage était rouge de rage tandis qu'il fusillait du regard les membres du gang rassemblés dans l'arrière-salle du sanglier noir. Les disparitions et l'explosion avaient mis tout le monde à crâne, et le tempérament notoire de Lazare avait atteint son paroxysme. Celui qui fait ça connaît nos opérations, nos routines. Ce doit être quelqu'un qui a des informations privilégiées. Son second, un homme brutal nommé Pascal, s'agita, mal à l'aise. On a interrogé tout le monde, patron. Personne ne parle et personne de nouveau n'a été aperçu en ville, à l'exception de quelques touristes de passage. Les yeux de Lazare se plissèrent pensivement. Des touristes? En cette saison? C'était inhabituel. Sainte-Marcel était principalement une destination estivale, dont la beauté était largement négligée pendant les mois les plus froids. Trouvez-les, ordonna-t-il. Vérifiez chaque hôtel, chaque chalet de location. Je veux les noms, les descriptions, tout. Élodie savait qu'elle manquait de temps. La bande redoublait de vigilance, multipliant les patrouilles et scrutant les inconnus. Son camp forestier n'étant plus sécurisé, elle s'était installée dans un chalet de chasse abandonné, plus loin dans les bois, plus loin de la ville, mais plus près du camp. Les renseignements qu'elle avait recueillis dressaient un tableau inquiétant. La famille Vauquelin gérait son réseau de traite d'êtres humains depuis près de 10 ans, avec des liens avec des fonctionnaires, des services de police et des organisations criminelles à travers l'Europe. Béatrice Vauquelin, mère, avait bâti l'entreprise après la mort de son mari, utilisant ses relations d'affaires légitimes comme couverture pour des activités de plus en plus illégales. Lazare était son homme de main, chargé des aspects les plus brutaux de leur opération. Son élimination perturberait leur contrôle local, offrant ainsi l'occasion de libérer les femmes captives et de recueillir des preuves contre le réseau. La nuit était tombée tandis qu'Élodie se préparait à son coup le plus dangereux, éliminer Lazare. Contrairement à ces hommes, qui suivaient des routines prévisibles, Lazare était imprévisible et fortement surveillé. L'occasion se présenta lorsqu'elle intercepta un appel via l'un de ses appareils d'écoute. Lazare superviserait personnellement une cargaison à l'entrepôt du lac cette nuit-là, une occasion rare où il serait séparé du gros de son équipe de sécurité. Le plan était simple mais risqué. Elle infiltrerait l'entrepôt avant l'arrivée de la cargaison, établirait une position de sniper avec une vue dégagée et éliminerait Lazare à son entrée. Le chaos qui s'ensuivrait lui servirait de couverture pour s'échapper. Alors qu'elle vérifiait une dernière fois son fusil, Élodie toucha l'alliance qu'elle portait au cou. « Ce soir », murmura-t-elle à la mémoire de Mathis. Le chemin menant à l'entrepôt la conduisit le long du lac, avançant silencieusement à travers les roseaux et les eaux peu profondes pour éviter les routes surveillées. L'entrepôt était faiblement éclairé, avec des gardes postés à chaque entrée. Élodie les observa depuis l'abri d'un hangar à bateau voisin, remarquant que la lucarne sur le toit de l'entrepôt offrirait à la fois un accès et une excellente position de tir. Profitant de l'ombre, elle s'approcha de l'arrière du bâtiment où un tuyau d'évacuation offrait un accès au toit. Ses muscles se contractèrent en montant, la blessure à sa poitrine tirant douloureusement malgré des semaines de guérison. Arrivée au sommet, elle se dirigea prudemment vers la lucarne, partiellement ouverte pour la ventilation. En contrebas, elle pouvait voir des hommes préparer la cargaison, déplacer des caisses et dégager l'espace. Elle prit position, ajusta son fusil et s'installa pour attendre. 1 heure passa avant que le bruit des véhicules ne brise le silence de la nuit. Lazare arriva dans un SUV noir, sortant avec son arrogance habituelle, aboyant des ordres à ses hommes. À travers sa lunette, Élodie avait une vue parfaite du visage de Lazare, le même visage qui avait regardé Mathis avec mépris avant d'appuyer sur la détente.
Son doigt reposait légèrement sur la détente, sa respiration régulière, prête à tirer. Au moment où elle commençait à appuyer, un cri venant de l'extérieur perturba sa concentration. Une jeune femme était extirpée d'une camionnette arrivée avec Lazare, les mains liées, le visage meurtri et terrifié. Élodie hésita, son entraînement militaire luttant contre son désir de vengeance. La jeune fille ne devait pas avoir plus de 16 ans, une autre victime destinée au dortoir qu'elle avait infiltré. Si Élodie tirait maintenant, le chaos s'ensuivrait et la jeune fille serait prise au piège. Mais si elle attendait, elle risquait de perdre sa chance avec Lazare. Dans cet instant d'hésitation, Lazare bougea, s'écartant de son champ de vision soigneusement aligné pour inspecter la nouvelle acquisition. L'occasion était perdue. Élodie jura silencieusement, ajustant sa position pour retrouver sa cible. Elle devrait être patiente, attendre un autre tir clair, même si cela signifiait assister à une nouvelle cruauté de la famille Vauquelin. Le shérif Théo Haddad avait passé des années à opérer un équilibre délicat entre obéissance et résistance. L'enveloppe d'argent liquide qui apparaissait chaque mois sur son bureau garantissait son silence sur les activités de la famille Vauquelin, tandis que ses propres efforts discrets pour aider les victimes à s'échapper de la zone apaisaient quelque peu sa conscience. Mais les événements récents, les morts, l'explosion, la panique grandissante parmi les hommes de Lazare, avaient changé quelque chose en lui. Le badge de police qu'il avait trouvé sur les lieux de l'explosion, celui de l'agent Mathis Moreau, le hantait. Un collègue policier, assassiné sous sa surveillance. Le marquage militaire sur l'arbre suggérait que l'épouse disparue de Moreau était derrière les attentats, et Théo se surprit à espérer qu'elle réussisse là où il avait échoué. Ce soir-là, il avait pris une décision qui pouvait tout lui coûter. Il était assis dans sa voiture de patrouille à l'orée de la forêt, attendant celle qu'il croyait mener seule contre les Vauquelin. Élodie aperçut la voiture de patrouille de loin, son instinct immédiatement en alerte. Elle retournait à sa cachette après l'attentat manqué contre Lazare, la frustration la rongeant. Le visage de la jeune fille lui resta gravé dans la mémoire, une autre innocente qu'elle n'avait pas pu sauver. Maintenant, une nouvelle complication, les forces de l'ordre local, soit à sa poursuite, soit au service des Vauquelin. Elle fit un cercle à travers les arbres, s'approchant du véhicule par derrière, la main sur le couteau à sa ceinture. En s'approchant, elle vit que le conducteur était seul, le shérif en personne, Théo Haddad. Il était assis, la vitre baissée, fumant d'une cigarette, apparemment indifférent au danger potentiel. Soit très sûr de lui, soit très stupide. Élodie l'observa, pesant le pour et le contre. L'éliminer créerait des complications inutiles, mais s'il la traquait activement, elle ne pouvait pas risquer de le laisser en jeu. Décision prise, elle se dirigea silencieusement vers la voiture. « Je sais que vous êtes là, Madame Moreau », lança Théo doucement, sa voix portant dans le silence de la nuit. Il ne se retourna pas, ne chercha pas son arme. « Je suis seul et je ne suis pas là pour vous arrêter ou alerter Lazare. Je suis là pour vous aider, si vous me le permettez. » Élodie resta cachée, analysant ses paroles, son ton, à la recherche d'une tromperie. « J'ai trouvé le badge de votre mari sur le lieu de l'explosion, » poursuivit-il en l'absence de réponse. « Je sais ce qui lui est arrivé. Je sais ce que vous faites et pourquoi. Les Vauquelin ont trop longtemps gouverné cette région par la peur. Ce que vous avez commencé, je veux vous aider à le finir. » Il y avait une émotion sincère dans sa voix. Regret, honte, détermination. Élodie envisagea ses options. S'il était sincère, un allié au sein des forces de l'ordre local pourrait être précieux. S'il tendait un piège, elle était confiante dans sa capacité à s'échapper. Elle prit sa décision et sortit de l'ombre, son fusil baissé, mais prêt. Leur conversation dura des heures, la voiture de patrouille offrant un espace sécurisé pour échanger des informations. Théo partagea tout ce qu'il savait sur l'opération Vauquelin, les fonctionnaires à leur solde, les itinéraires de transport, les protocoles de sécurité du complexe. Il expliqua comment Béatrice Vauquelin avait bâti son empire criminel, utilisant l'entreprise de transport de son défunt mari comme couverture pour des opérations de trafic d'êtres humains qui s'étendaient à toute l'Europe. Elle se fait appeler mère, non seulement parce qu'elle est la mère de Lazare, mais parce qu'elle se considère comme la mère de toute l'opération, autoritaire, exigeant une loyauté absolue, impitoyable envers ceux qui la déçoivent. En retour, Élodie partagea son expérience militaire
et son plan pour démanteler l'opération. Je dois d'abord éliminer Lazare, expliqua-t-elle. C'est l'homme de main, celui qui maintient tout le monde sous contrôle par la peur. Sans lui, leur contrôle local se fissure. Ensuite, nous pourrons nous concentrer sur le sauvetage des femmes et la collecte de preuves contre Béatrice et son réseau. À l'aube, ils élaborèrent un plan. Théo continuerait sa comédie de complaisance, fournissant des informations à Élodie, tout en lui créant des occasions d'attaquer. L'anniversaire de Lazare est dans 3 jours, révéla-t-il. Chaque année, Béatrice organise une fête dans la maison principale. La sécurité sera concentrée sur les invités, créant des angles morts que nous pourrons exploiter. Élodie hocha la tête, son esprit planifiant déjà les vecteurs d'attaque et les voies de fuite. « J'aurai besoin des plans de la maison principale, dit-elle, et d'une liste des invités attendus. » Théo promit de fournir les deux. Alors qu'ils s'apprêtaient à se séparer, il hésita en parlant assistance, puis parla avec une intensité calme. « Ce que vous faites, c'est de la justice, pas seulement de la vengeance. Ces femmes dans la propriété, elles méritent la liberté. Les Vauquelin ont détruit trop de vies. » Élodie soutint son regard, lisant dans ses yeux la même détermination qui l'animait. « Dans 3 jours, confirma-t-elle, et on en finira. » La maison principale du domaine Vauquelin scintillait de lumière, des voitures de luxe bordant l'allée à l'arrivée des invités pour l'anniversaire de Lazare. Depuis sa position cachée dans la forêt, Élodie observait le dispositif de sécurité à travers sa lunette. Comme Théo l'avait prédit, les gardes se concentraient principalement sur le contrôle des véhicules et l'escorte des invités VIP, créant ainsi des brèches dans le périmètre de sécurité. Elle portait une tenue tactique noire, le visage noirci par la peinture de camouflage, ses armes étant sécurisées pour une utilisation silencieuse. Les plans fournis par Théo révélaient une entrée de service à l'est de la propriété, utilisée par le personnel de restauration et moins fréquemment patrouillée. Ce serait son point d'entrée. Le plan n'était pas d'attaquer pendant la fête elle-même, trop de variables, trop d'otages potentiels ou de dommages collatéraux. Au lieu de cela, elle s'infiltrerait, placerait des dispositifs d'écoute à des endroits stratégiques et identifierait le moment idéal pour frapper Lazare après le départ des invités. Dans la maison principale, Lazare Vauquelin acceptait les vœux d'anniversaire d'une ribambelle d'invités, hommes d'affaires locaux, fonctionnaires corrompus et associés criminels, tous rendant hommage à la puissance de la famille Vauquelin. Il portait un costume coûteux, ses manières impeccables pour l'occasion, même si l'éclat prédateur ne quittait jamais son regard. Sa mère, Béatrice, présidait l'assemblée telle une reine, son allure élégante trahissant la cruauté qui avait bâti leur empire. À 65 ans, elle restait redoutable, ses cheveux argentés impeccablement coiffés, des diamants scintillant à son cou et à ses poignets. « Un mot, mon fils, murmura-t-elle, entraînant Lazare loin de la foule dans son bureau privé. Une fois la porte refermée derrière eux, son expression aimable disparut. « 3 hommes morts, une cache d'armes détruite, et vous n'avez rien fait pour retrouver le responsable, déclara-t-elle froidement. Votre incompétence met en péril tout ce que nous avons construit. » Le visage de Lazare rougit de colère et de honte. « On est sur le point de les identifier, mère. Le shérif a renforcé les patrouilles et j'ai doublé la sécurité dans toutes nos installations. » Béatrice balaya ses excuses d'un geste de sa main ornée de bijoux. « J'ai fait venir Vincent, dit-elle en faisant référence à son fils cadet, qui gérait leurs opérations à Lyon. Il assurera la sécurité pendant que tu te concentreras sur la prochaine expédition. On ne peut pas se permettre de retard ni d'attention, surtout avec des acheteurs déjà engagés. » Cette rétrogradation implicite piqua la fierté de Lazare. Vincent avait toujours été le chouchou de leur mère, à qui on confiait les aspects les plus complexes de leur entreprise, tandis que Lazare était relégué aux tâches de répression et d'intimidation. « Je n'ai pas besoin de l'aide de Vincent, protesta-t-il. Donne-moi encore 3 jours et je réglerai la situation. » Béatrice l'observa avec un regard froid et calculateur, puis hocha la tête. « 3 jours. Après, Vincent prend les choses en main et tu lui rendras des comptes. » La menace flottait dans l'air entre eux alors qu'ils retournaient à la fête, de faux sourires fermement en place. Dehors, Élodie avait réussi à contourner la sécurité extérieure et s'était accroupie près de l'entrée de service, attendant le départ d'un camion de restauration. Ce moment de distraction lui permit de se glisser à l'intérieur et de se glisser aussitôt dans une alcôve sombre au passage d'un garde.
L'intérieur de la maison était opulent. Lustres en cristal, œuvres d'art inestimables, sol en marbre. Le contraste entre ce luxe et les conditions sordides des femmes captives lui retournait l'estomac. Progressant silencieusement dans les couloirs de service, elle installa des micro-écouteurs à des endroits stratégiques, près du bureau de Béatrice, dans le hall d'accueil principal, près des appartements privés de Lazare. Chacun transmettait ses informations à un récepteur installé dans sa cachette, fournissant des renseignements précieux. Tout en travaillant, elle apercevait la fête à travers des portes entr'ouvertes. Les riches invités riaient et buvaient, célébrant avec ceux-là même qui trafiquaient la misère humaine. Sa mission presque terminée, Élodie s'apprêtait à sortir lorsque des éclats de voix provenant d'une pièce voisine attirèrent son attention. Se serrant contre le mur, elle écouta Lazare se disputer avec quelqu'un, une femme dont la voix trahissait le mépris. « Tu m'avais promis d'aller à Paris », siffla-t-elle. « Au lieu de ça, tu me gardes ici comme les autres, juste dans une cage plus jolie. » La réponse de Lazare fut basse, menaçante. « Rappelle-toi ta place, Eliette. Tu as des privilèges que les autres n'ont pas parce que tu me plais. Cela peut changer. » On entendit une gifle, suivie d'un sanglot étouffé. La main d'Élodie se crispa sur son couteau. Une intervention compromettrait sa mission, révélerait sa présence avant qu'elle ne soit prête à frapper. Pourtant, la détresse de la femme l'attirait, lui rappelant toutes les victimes qu'elle avait juré de sauver. Avant qu'elle puisse se décider, la porte s'ouvrit brusquement et une jeune femme sortit en titubant, manquant de percuter Élodie dans le couloir faiblement éclairé. Leurs regards se croisèrent pendant un instant figés. Celui d'Élodie était écarquillé par la surprise, celui de la femme rempli de larmes et d'une peur soudaine. Le cri d'Eliette s'éteignit dans sa gorge lorsqu'Élodie lui plaqua rapidement une main sur la bouche, l'entraînant dans un débarras voisin. « Je ne vais pas te faire de mal », murmura Élodie avec urgence, sentant la jeune femme trembler contre elle. « Je suis là pour t'aider, pour arrêter les Vauquelins. » Elle retira lentement sa main, prête à faire taire un autre cri si nécessaire. Au lieu de cela, Eliette la fixa avec un mélange de peur et d'espoir désespéré. « C'est toi qu'il recherche, » murmura-t-elle. « Celle qui a tué Arnaud et Xavier. » Ce n'était pas une question. Élodie hocha la tête, observant attentivement la jeune femme. Eliette était belle, avec des traits délicats et de longs cheveux noirs, mais son regard gardait le regard hanté de quelqu'un qui avait vu trop de souffrance. Un bleu se formait sur sa joue là où Lazare l'avait frappé. « Depuis combien de temps te retiennent-ils ici ?» demanda Élodie d'une voix douce et pleine de compassion malgré l'urgence de la situation. « 2 ans, répondit Eliette d'une voix caverneuse. J'ai été enlevé à une gare routière de Lyon. Lazare, il me tient à l'écart des autres. Il dit que je suis spécial. » Le dégoût dans sa voix expliquait clairement la nature de ce traitement spécial. « Il y en a d'autres comme moi dans l'aile Est, ses préférés. Les autres sont enfermés dans les dortoirs jusqu'à leur vente ou leur expédition à l'étranger. » L'esprit d'Élodie s'emballa, assimilant cette nouvelle information. L'aile Est ne figurait pas sur les plans fournis par Théo, une omission délibérée pour dissimuler cet aspect particulier de leur opération. « Je dois retourner à mon poste, » dit Élodie, consciente que son absence prolongée pourrait compromettre sa fuite. « Mais je reviens vous chercher tous, bientôt. » Elle tendit la main vers la porte, mais Eliette la saisit par le bras avec une force surprenante. « Emmène-moi avec toi, » supplia-t-elle. « Je peux t'aider. Je sais des choses sur leur opération, sur les plans de Béatrice. S'il te plaît. » La requête présentait un choix impossible. Emmener Eliette augmenterait considérablement le risque d'être repérée, compromettant potentiellement toute la mission. La quitter signifiait la rendre au mauvais traitement de Lazare. Élodie pensa à Mathis, à ce qu'il ferait dans cette situation. La réponse était claire. « Reste près de moi, » ordonna-t-elle, décrivant rapidement l'itinéraire de fuite. « Si nous sommes séparés, dirigez-vous vers l'est à travers la forêt. Il y a un chalet de chasse abandonné à 2 kilomètres de là. Je vous y retrouverai. » Eliette hocha la tête, la détermination remplaçant la peur dans son regard. Ensemble, ils quittèrent la réserve et empruntèrent silencieusement les couloirs de service en direction de la sortie. Ils avaient presque atteint la porte lorsqu'un garde apparut au coin de la rue, les yeux écarquillés de stupeur. Élodie réagit instinctivement et se lança en avant qu'il ne puisse donner l'alerte. Le combat fut bref et silencieux. Un coup précis à la gorge, suivi d'un coup à la tempe qui le fit perdre connaissance. Le traînant dans un placard,
Élodie l'attacha avec des serre-câbles et le bâillonna avec sa propre cravate. La fuite du camp fut tendue, chaque ombre dissimulant potentiellement un garde, chaque bruit menaçant d'être découvert. Élodie les guida à travers les angles morts du système de sécurité, profitant de la distraction des invités qui partaient pour se faufiler hors du périmètre. Une fois dans la forêt, ils avancèrent rapidement, Elliot peinant à suivre malgré sa détermination. L'aube était proche lorsqu'ils atteignirent le pavillon de chasse, épuisés et nerveux. Tandis qu'Élodie sécurisait le périmètre, déclenchant des alarmes discrètes pour avertir de l'approche, Elliot s'effondra sur le lit de camp, son corps cédant enfin à l'épuisement. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle tandis qu'Élodie vérifiait les appareils d'écoute pour s'assurer qu'ils recevaient bien les signaux des micros installés. Pourquoi risquer sa vie contre quelqu'un d'aussi puissant que Béatrice Vauquelin? Cette question rappela à Élodie le visage de Mathis, le souvenir de son sourire, de sa gentillesse, de sa foi inébranlable en la justice. « Ils ont tué mon mari », répondit Élodie d'une voix ferme malgré la douleur qui accompagnait toujours ses mots. C'était un policier. Nous étions en vacances, en randonnée en forêt, quand nous avons rencontré Lazare et ses hommes. Elle marqua une pause, les souvenirs menaçants de la submerger. Ils l'ont torturé, m'ont fait regarder, puis l'ont tué quand ils ont découvert qu'il était policier. Ils m'ont tiré dessus aussi, mais j'ai survécu. Elle toucha la cicatrice sur sa poitrine, souvenir permanent de ce jour. J'étais dans les forces spéciales avant de rencontrer Mathis. Ses compétences, c'est grâce à elle que j'ai survécu, que j'ai pu me défendre. Les yeux d'Élodie s'emplirent de larmes de compréhension et de douleur partagée. « Je suis désolée pour votre mari, » dit-elle doucement, « mais je suis contente que vous ayez survécu. Les femmes de ce camp, elles ont besoin de quelqu'un comme vous, quelqu'un qui ne s'arrêtera pas tant qu'elles ne seront pas libres. » Ces mots renforcèrent la détermination d'Élodie. Sa mission avait dépassé la vengeance personnelle. Il s'agissait de justice pour toutes les victimes des Vauquelin. L'aube se leva sur la cabane de chasse tandis qu'Élodie écoutait les transmissions de ses appareils. Le complexe des Vauquelins était plongé dans le chaos. La disparition d'Elliot avait été découverte, ainsi que celle du garde inconscient. La rage de Lazare résonnait dans les haut-parleurs, ses menaces contre ceux qui avaient failli à leurs obligations de sécurité étant explicites et violentes. Plus inquiétante encore était la réponse froide et calculée de Béatrice. Verrouiller toutes les installations, doubler la garde sur la marchandise, alerter nos contacts aux postes frontières et au commissariat. Personne n'entre ni ne sort de cette zone sans notre accord. Les implications étaient claires. La fenêtre d'opportunité d'Élodie se fermait rapidement. Avec une sécurité et une vigilance accrue, exécuter son plan pour éliminer Lazare et libérer les femmes captives deviendrait exponentiellement plus difficile. Elle devait accélérer son calendrier, frapper avant que les Vauquelin ne puissent consolider pleinement leur défense. Elliot s'est révélé une source inestimable de renseignements, fournissant des détails sur l'agencement du complexe, les protocoles de sécurité et surtout les projets immédiats de la famille Vauquelin. Béatrice avance la prochaine cargaison, expliqua-t-elle tandis qu'ils partageaient un maigre petit déjeuner composé de rations militaires. Dans 3 jours, 20 femmes seront transportées du complexe au port de Marseille, puis expédiées à des acheteurs au Moyen-Orient. Lazare supervise personnellement le transfert. C'est l'occasion pour lui de se racheter auprès de sa mère après les récentes failles de sécurité. Cette information représentait à la fois une opportunité et un dilemme moral. Cibler la cargaison offrirait une cible facile pour Lazare, mais attendre signifiait autoriser le déplacement des femmes, les risquant de les perdre à jamais dans les réseaux labyrinthiques du trafic international d'êtres humains. Élodie étudia les cartes étalées devant elle, évaluant les options, calculant les risques, cherchant une solution qui permettrait d'atteindre ces 2 objectifs. La sonnerie de son téléphone sécurisé interrompit ses préparatifs. Une seule personne connaissait ce numéro, le shérif Théo Haddad. « Ils ont appelé des renforts », annonça-t-il sans préambule. Vincent Vauquelin est arrivé de Lyon ce matin avec une 12aine d'hommes, des agents de sécurité professionnels, pas les voyous du coin que Lazare emploie habituellement. Ils ont installé des points de contrôle sur toutes les routes d'entrée et de sortie du quartier et ils effectuent des perquisitions maison par maison en ville. La situation se détériorait plus vite que prévu. L'arrivée de Vincent compliquait considérablement les choses. Contrairement à son frère aîné,
lui-même, méthodique et stratège, ancien militaire, abordait la sécurité avec une précision professionnelle. Il y a autre chose, poursuivit Théo d'une voix plus basse. Ils vous ont identifié. Quelqu'un du commissariat de votre mari a reconnu son badge sur les lieux de l'explosion et a fait le lien avec vous. Ils savent que vous êtes des forces spéciales. Ils savent pourquoi vous êtes ici. Après avoir raccroché, Élodie resta assise en silence, assimilant cette nouvelle information. Son anonymat avait été son plus grand atout, la capacité de se déplacer discrètement, d'attaquer dans l'ombre. Désormais, il n'y avait plus rien. Les Vauquelin l'attendaient, préparant ses tactiques, posant des pièges spécialement conçus pour contrer son entraînement. De l'autre côté de la cabine, Elliot l'observait avec inquiétude. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Élodie soutint son regard, la détermination renforçant sa résolution. « Changez la donne, répondit-elle. S'ils s'attendaient à des tactiques des forces spéciales, furtivité, frappe de précision, manœuvres calculées, alors elle leur donnerait quelque chose de complètement différent. Quelque chose d'imprévisible, quelque chose qui bouleverserait leur sécurité soigneusement élaborée. Le plan qui se dessinait dans son esprit était risqué, à la limite de l'imprudence, mais il offrait les meilleures chances de succès face à des probabilités de plus en plus élevées. Elle aurait besoin de ravitaillement, de coordination avec Théo et, surtout, elle devrait se déplacer ce soir, avant que les mesures de sécurité de Vincent ne soient pleinement mises en œuvre. À l'approche du crépuscule, Élodie se prépara pour ce qui pourrait être sa dernière mission. Elle nettoya méticuleusement ses armes, vérifia ses munitions et disposa l'équipement spécialisé dont elle aurait besoin. Le plan était audacieux. Créer une diversion à l'entrée principale du complexe, détournant les forces de sécurité des dortoirs où les femmes étaient détenues. Pendant que Vincent et Lazare géraient l'attaque apparente, Élodie s'infiltrerait par le côté opposé, libérerait les captives et les extrairait vers les véhicules que Théo aurait préparés. Lazare répondrait inévitablement personnellement à la tentative d'évasion. Sa fierté et sa position au sein de la famille l'exigeaient, offrant à Élodie l'occasion de l'éliminer. Le danger était extrême, la marge d'erreur inexistante, mais l'alternative était de laisser 20 autres femmes disparaître dans un cauchemar dont elle pourrait ne jamais s'échapper. Tandis qu'elle effectuait ses derniers préparatifs, Élodie toucha une dernière fois l'alliance qu'elle portait autour du cou. « Je te rejoindrai peut-être bientôt », murmura-t-elle à la mémoire de Mathis, « mais pas avant d'avoir terminé ce que j'ai commencé. » L'air nocturne était chargé de tension, tandis qu'Élodie traversait la forêt en direction du domaine Vauquelin, son corps n'étant plus qu'une ombre parmi les ombres. Derrière elle, Théo et 2 adjoints de confiance attendaient avec 3 fourgonnettes banalisées, prêtes à transporter les femmes qu'ils espéraient secourir. Élodie était restée au chalet, armée d'un pistolet et ayant reçu l'ordre de fuir si elle ne revenait pas avant l'aube. Le domaine se dressait devant elle, ses lumières de sécurité créant des flaques d'éclairage intenses dans l'obscurité. Grâce à sa lunette de vision nocturne, Élodie compta les gardes, presque 2 fois plus nombreux qu'avant, positionnés stratégiquement autour du périmètre. L'influence de Vincent était évidente dans leur attitude professionnelle et leur attitude vigilante. Ce n'étaient pas les voyous habituels de Lazare, c'étaient des agents de sécurité entraînés. La diversion devrait être convaincante pour les détourner de leur poste. Fouillant dans son sac, elle sortit les détonateurs à distance qu'elle avait préparés plus tôt dans la journée, reliés à de petits explosifs placés à intervalles réguliers le long de la route principale menant au domaine. À minuit précis, Élodie actionna le premier détonateur. L'explosion, maîtrisée mais impressionnante, projeta flammes et débris dans le ciel nocturne à plusieurs centaines de mètres de l'entrée principale. Comme prévu, la réaction fut immédiate. Gardes se précipitant vers le lieu de l'incident, véhicules se mobilisant, voix lançant des ordres. Grâce à ses appareils d'écoute, elle entendit le chaos se dérouler à l'intérieur du complexe. Brèche sur la route principale, signala quelqu'un. Multiples explosions. La voix de Lazare trancha la confusion. Envoyez la moitié de l'équipe de sécurité enquêter. Vincent, sécuriser la maison principale et la marchandise. Parfait, exactement comme elle l'avait prévu. La sécurité étant répartie entre la déviation et la protection des bâtiments clés, des vulnérabilités allaient apparaître dans leur couverture. Élodie attendit 2 minutes, puis déclencha la seconde explosion, détournant encore davantage l'attention et les ressources de son point d'entrée prévu,
à l'extrémité ouest du complexe. La faille de sécurité apparut exactement là où elle l'avait prédit. Élodie se déplaça rapidement, escaladant le mur et se laissant tomber silencieusement de l'autre côté. Les dortoirs se trouvaient à 50 mètres plus loin, un long bâtiment bas aux fenêtres grillagées et à l'unique entrée gardée. Deux hommes restèrent à la porte, leur attention partagée entre leur poste et le brouhaha de l'entrée principale. Élodie les contourna, s'approchant par l'angle mort du bâtiment. Le premier garde ne la vit pas arriver. Un coup rapide à la base du crâne le laissa inconscient. Le second se retourna au bruit de la chute de son collègue, cherchant son arme, mais Élodie fut plus rapide. Son couteau lui toucha la gorge avant qu'il puisse appeler à l'aide. Tirant les deux corps dans l'ombre, elle s'approcha de la porte du dortoir, utilisant la carte clé qu'elle avait prise au premier garde pour entrer. À l'intérieur, l'obscurité et le bruit d'une respiration effrayée l'accueillirent. « Je suis là pour vous aider », appela-t-elle doucement en français. « On vous fait sortir ». Les femmes répondirent avec une rapidité et un silence remarquables, leurs années de captivité leur ayant appris à se déplacer rapidement et sans hésitation. Ambre, la femme avec laquelle Élodie avait discuté lors de sa précédente infiltration, les aida à se regrouper en groupe de 5. « Il y a des gardes à la sortie arrière », murmura-t-elle. « 2 hommes armés. » Élodie hocha la tête, élaborant un plan. « Restez ici », ordonna-t-elle. « À mon signal, faites sortir tout le monde par l'avant. Avancez rapidement et silencieusement vers le mur ouest. » Les gardes de la sortie arrière furent facilement neutralisés. La distraction à la porte principale avait attiré leur attention vers l'extérieur, les rendant vulnérables à une attaque par derrière. Les 2 sorties étant sécurisées, Élodie fit signe à Ambre. Les femmes émergèrent du dortoir comme des ombres, 23 d'entre elles se dirigeant en formation silencieuse vers le point d'extraction. Élodie les conduisit à une porte de service qu'elle avait repérée lors de sa reconnaissance, coupa le cadenas et les fit passer jusqu'à l'endroit où Théo attendait avec les fourgons. Le sauvetage se déroulait à la perfection, trop parfaitement. L'instinct d'Élodie l'avertit lorsque les dernières femmes franchirent le portail. C'était trop facile, la sécurité trop facilement distraite. Vincent Vauquelin était un ancien militaire. Il aurait mis en place des systèmes redondants, des protocoles de secours. Comme s'ils avaient été appelés par ses pensées, des projecteurs illuminaient soudain la zone, et le bruit des véhicules qui approchaient emplissait la nuit. « Allez !» cria-t-elle à Théo, qui chargeait le dernier groupe de femmes dans une camionnette. « Faites-les sortir !» Il hésita, visiblement réticent à la quitter, mais la priorité était claire. Les femmes devaient être mises à l'abri avant que les hommes de Lazare ne les reprennent. Alors que les camionnettes disparaissaient sur la route forestière, Élodie se retourna pour faire face à la menace qui approchait. À travers la lumière crue des projecteurs, elle distingua la silhouette caractéristique de Lazare descendant d'un SUV, le visage crispé par la rage. Derrière lui, d'autres véhicules arrivaient, coupant toute issue possible. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait prévu de l'affronter, mais les plans survivaient rarement au contact de l'ennemi. Dégainant son arme, Élodie se prépara à ce qui pourrait être son ultime combat. « Alors, vous êtes le fantôme qui hante mon opération », lança Lazare, sa voix portant à travers l'espace vide qui les séparait. Il se tenait à 20 mètres de là, entouré d'hommes armés qui formaient un demi-cercle lâche, leurs armes braquées sur Élodie. La veuve en deuil en mission de vengeance, comme c'est prévisible. Son congédiement désinvolte était calculé pour la provoquer, pour la rendre imprudente de colère. Élodie ne mordit pas à l'hameçon. Elle resta parfaitement immobile, analysant la situation avec une précision glaciale. 8 hommes armés plus Lazare, plusieurs angles de tir, couverture limitée, des chances extrêmement défavorables. « Votre mari a supplié, vous savez, » poursuivit Lazare lorsqu'elle ne répondit pas. « Avant la fin, il a plaidé pour votre vie. C'était pathétique, vraiment. Un policier réduit aux larmes. » L'émotion se lisait alors sur le visage d'Élodie, non pas la rage aveugle qu'il espérait, mais une haine concentrée et mortelle qui fit même s'arrêter Lazare un instant. « Pas de dernier mot ?» railla Lazare en faisant signe à ses hommes de resserrer le cercle. « Pas de discours théâtral sur la justice ou la vengeance. » Le silence d'Élodie le déstabilisait. Il s'attendait à des crises de nerfs, des supplications désespérées ou une bravade insensée. Au lieu de cela, elle l'observait avec le regard calculateur d'un prédateur, apparemment indifférente à la force écrasante déployée contre elle.
Ce n'est qu'à 5 pas qu'il remarqua que sa main n'était plus sur son arme, mais sur un petit appareil attaché à sa ceinture. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, soudain méfiant. Ses premiers mots furent calmes, presque conversationnels. « Police d'assurance. » Avant qu'ils puissent répondre, des explosions secouaient le complexe derrière eux. Plus puissantes que des explosions de diversion, elles visaient précisément la centrale électrique et le centre de communication du complexe. Les projecteurs s'éteignirent instantanément, plongeant la zone dans l'obscurité, seulement troublée par la lueur des flammes lointaines. Dans le chaos qui suivit, Élodie se déplaça avec une efficacité redoutable. Les lunettes de vision nocturne qu'elle avait gardées prêtes lui donnaient un avantage décisif dans l'obscurité soudaine. 2 hommes de laser tombèrent avant d'avoir pu se réorienter, leurs tirs précis atteignant leur cible malgré la confusion. Les autres tirèrent à l'aveuglette dans la nuit, leurs balles n'atteignant que les arbres et le vide. Lazare lui-même se précipita à couvert, hurlant des ordres contradictoires, la panique prenant le dessus sur son arrogance habituelle. Élodie le poursuivit méthodiquement, éliminant ses protections une à une, tandis qu'il tentait de former un périmètre défensif autour de leur chef. Son entraînement militaire l'avait préparé précisément à ce scénario. Combattre dans des conditions difficiles contre des effectifs supérieurs. Bouger, tirer, disparaître. Donner l'impression d'attaquants multiples. Utiliser l'environnement pour canaliser les mouvements ennemis. Des tactiques de base exécutées avec une précision irréprochable. Lazare se retrouva seul, séparé de ses hommes par des manœuvres prudentes et une obscurité désorientante. Derrière lui, le camp brûlait, les sirènes d'urgence hurlant au loin, tandis que les pompiers locaux répondaient aux explosions. Son empire s'embrasait littéralement autour de lui, et l'architecte de sa destruction le traquait toute la nuit. « Sors et affronte-moi » cria-t-il, la voix brisée par une peur à peine masquée par la colère. « Arrête de te cacher comme un lâche. » L'ironie de sa demande lui échappait. Cet homme qui avait torturé un prisonnier ligoté, qui avait tiré sur une femme désarmée, appelant maintenant à un combat loyal. Élodie l'observait dans l'ombre, le doigt légèrement posé sur la détente de son fusil. Il serait si facile d'en finir maintenant, de lui tirer une balle dans la tête et d'accomplir sa vengeance. Mais quelque chose la retenait. Non pas la pitié, mais la conscience que la mort serait trop rapide, trop propre pour l'homme qui avait détruit tant de vies. « Tu me cherches ?» Sa voix résonna derrière lui, faisant pivoter Lazare et tirant frénétiquement dans l'obscurité. Élodie apparut lentement dans son champ de vision, son arme baissée, la posture détendue. Ce mouvement inattendu le déstabilisa, sa main tremblante, cherchant à comprendre sa stratégie. « Tu te souviens de moi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en s'approchant malgré le pistolet pointé sur sa poitrine. « La femme que tu as laissée pour morte à côté de son mari. La femme qui était censée être une autre victime oubliée. » La reconnaissance se lut dans ses yeux, immédiatement suivie de peur. Il avait vu les corps de ces hommes, assister au démantèlement systématique de son opération. Ce n'était pas seulement une veuve en deuil, c'était quelque chose de bien plus dangereux. « Restez en arrière !» cria-t-il, sa voix trahissant sa panique. Élodie poursuivit son avance, calme, implacable. « Tu m'as tout pris » dit-elle d'une voix d'un calme mortel. « Maintenant, je te rends l'appareil. » Alors que Lazare appuyait sur la gâchette avec désespoir, Élodie était déjà en mouvement. La balle la manquant de quelques centimètres, alors qu'elle réduisait la distance entre eux avec une vitesse explosive. Le combat fut brutal et rapide. Le tir fou de Lazare manqua sa cible, et avant qu'il ne puisse tirer à nouveau, Élodie était sur lui. Son entraînement contre sa rage, sa précision contre sa panique. Il réussit un coup désespéré qui la toucha à la mâchoire. Un coup chanceux qui aurait pu assommer un adversaire moins fortuné. Élodie encaissa l'impact sans broncher, contrant d'un coup au plexus solaire qui lui chassa l'air des poumons. Alors qu'il se plia en deux, haletant, elle le désarma d'un mouvement expert, envoyant son pistolet tournoyer dans l'obscurité. « Attends » souffla-t-il en levant les mains en signe de reddition. « Je peux te payer. Plus d'argent que tu n'en as jamais vu. Laisse-moi juste partir. » L'offre flottait entre eux, pathétique de désespoir. Élodie l'observa sans passion, ne voyant pas la silhouette effrayante qui hantait ses cauchemars, mais un lâche dépouillé de ses pouvoirs, réduit à supplier pour sa vie. « Combien de femmes t'ont supplié ?» demanda-t-elle doucement. « Combien ont imploré ta clémence pendant que tu les vendais, les maltraitais, détruisais leur vie?
Le regard de Lazare scrutait frénétiquement, cherchant une échappatoire, un salut, une issue à la justice qui l'avait finalement rattrapé. N'en trouvant aucune, quelque chose se brisa en lui. Les derniers vestiges de sa façade arrogante s'effondrèrent pour révéler la créature faible et vicieuse qui se cachait en lui. « C'était l'opération de ma mère, grogna-t-il. Son plan, ses ordres. J'ai juste fait ce qu'elle m'a dit de faire. » La trahison de sa mère dans une tentative désespérée de se sauver dégoûtait Élodie, même si elle ne la surprenait pas. Les hommes comme Lazare cherchaient toujours à rejeter la faute sur les autres lorsqu'ils étaient acculés. « Ta mère répondra de ses crimes, répondit calmement Élodie. Mais pour l'instant, nous discutons des tiens. Elle leva son couteau, la lame reflétant la lumière des feux lointains. Ce qui suivit ne fut pas une exécution rapide, mais un règlement de compte. Élodie força Lazare à s'agenouiller, lui attacha les mains dans le dos avec des serre-câbles et posa le badge de police de Mathis devant lui, par terre. « Regardez-le, ordonna-t-elle. Il appartenait à l'homme que vous avez torturé et tué, un homme bon qui a passé sa vie à protéger les autres. » Lazare fixa le badge, puis de nouveau Élodie, la confusion remplaçant la peur lorsqu'il réalisa qu'elle n'allait pas le tuer immédiatement. « Que faites-vous » demanda-t-il d'une voix rauque. Élodie recula, rangeant son couteau. « Justice » répondit-elle simplement. Au loin, les sirènes se firent plus fortes, non seulement celles des pompiers, mais aussi celles des véhicules de police qui intervenaient dans le chaos qui régnait dans le camp. Théo avait fait sa part, contactant les autorités de l'État, hors de portée des Vauquelin, et fournissant des preuves de l'opération de trafic d'êtres humains recueillis lors du sauvetage. « Tu crois que la prison me fait peur? » Lazare rit amèrement, comprenant désormais son intention. « Les relations de ma mère me feront sortir d'ici quelques mois. Tu n'as rien accompli. » Élodie s'accroupit devant lui, les yeux au même niveau que les siens. « L'opération de ta mère est terminée, dit-elle doucement. Les femmes sont libres. Ton complexe est détruit. Les preuves que nous avons recueillies impliqueront des responsables de 3 départements. Quant à ta mère... » Elle laissa sa phrase en suspens, voyant la compréhension se dessiner dans ses yeux. « Qu'as-tu fait » murmura-t-il, la peur reprenant son souffle. Élodie se leva, scrutant les véhicules qui approchaient à travers sa lunette. « Je ne lui ai rien fait, pour l'instant. Mais pendant que tu me poursuivais, Théo exécutait un mandat d'arrêt à la maison principale avec des policiers d'État qui ne sont pas soumis à l'argent de Vauquelin. À l'heure qu'il est, Béatrice devrait être en garde à vue avec tous les documents de ton opération. » L'arrivée des véhicules de police interrompit leur conversation. Élodie se fondit dans la forêt tandis que les phares éclairaient la clairière, laissant Lazare agenouillé sous leur lumière, les mains liées, les preuves accablantes de ses crimes soigneusement disposées autour de lui. À couvert, elle observa les policiers approcher prudemment, armes au poing. Parmi eux se trouvait Théo, l'air sombre mais satisfait, tandis qu'il arrêtait personnellement Lazare, lui lisant ses droits avec une insistance délibérée. L'opération avait réussi au-delà de ses espérances. Les femmes secourues, Lazare capturé, les preuves réunies. Pourtant, Élodie ne ressentait aucun triomphe, aucun sentiment d'accomplissement. Mathis était toujours parti. Le vide dans son cœur restait insatisfait. Et plus troublant encore, un soupçon la tenaillait. Béatrice Vauquelin, l'artisane de tant de souffrances, pourrait encore échapper à la justice grâce à sa richesse et à ses relations. La véritable guérison ne viendrait que lorsque Mère elle-même répondrait de ses crimes. Les soupçons d'Élodie se révélèrent prophétiques. 2 jours après l'attaque du complexe, alors qu'elle surveillait les communications policières depuis sa cachette, la nouvelle tomba. Béatrice Vauquelin avait été libérée sous caution, le juge invoquant ses forts liens communautaires et son absence de risque de fuite, malgré la gravité des accusations portées contre elle. Le système que les Vauquelin avaient corrompu pendant des années continuait de les servir. Même si leur empire s'effondrait. Plus inquiétants furent les rapports qui suivirent, des témoins clés se rétractant soudainement, des preuves disparues du poste de police, l'une des femmes secourues retrouvée morte, ce que les autorités qualifièrent de suicide malgré des circonstances suspectes. Béatrice démontait systématiquement les accusations portées contre sa famille, usant de la peur et de l'influence pour effacer la vérité. Lazare restait en détention, apparemment sacrifié par sa mère, pour protéger l'organisation.
La justice par les voies légales s'avérait aussi insaisissable qu'Élodie l'avait craint. Le plus inquiétant fut la disparition d'Ambre, la femme qui avait aidé à coordonner l'évasion du dortoir. Elle avait disparu de la planque où les femmes secourues étaient gardées sous protection policière, ne laissant derrière elle qu'un mot griffonné à la hâte. Ils m'ont retrouvé. Mère n'oublie jamais la trahison. Le sous-entendu était clair. Béatrice éliminait les menaces, réduisait les témoins au silence, reprenait le contrôle alors même que son fils était poursuivi. La mission d'Élodie, qu'elle croyait presque accomplie, s'étendit soudain devant elle. La tête du serpent demeurait, et tant que Béatrice Vauquelin respirerait, aucune des femmes ne serait véritablement en sécurité. Théo confirma ses craintes lors de leur rencontre clandestine suivante. Elle est intouchable par la voie judiciaire, admit-il, la frustration perceptible dans sa voix. Trop de juges et de procureurs à sa solde, trop de témoins qui ont peur de témoigner. Il nous faut quelque chose d'irréfutable, quelque chose que même elle ne puisse faire disparaître. Ce quelque chose arriva de manière inattendue sous la forme d'Eliette, restée cachée au chalet de chasse pendant toute la durée du raid et ses suites. « Je sais où elle garde ses archives », révéla-t-elle un soir, alors qu'Élodie nettoyait ses armes, se préparant à ce qui pourrait être nécessaire. Pas celles que la police a trouvées. C'étaient des leurs, soigneusement nettoyés. Les vrais registres, ceux qui nomment chaque fonctionnaire corrompu, chaque acheteur, chaque victime, ceux-là sont dans son coffre-fort privé. Je l'ai vu y accéder. Le temps où Eliette était la favorite de Lazare lui avait donné accès à des aspects de l'opération Vauquelin dont peu d'autres avaient été témoins. Elle décrivit l'emplacement du coffre-fort dans la résidence privée de Béatrice à Lyon, les mesures de sécurité qui le protégeaient, la routine suivie par Béatrice. C'était la percée dont Élodie avait besoin, des preuves concrètes qui pourraient ne faire tomber non seulement Béatrice, mais tout le réseau qu'elle avait bâti au fil des décennies. Le plan se forma rapidement. Infiltrer la résidence lyonnaise de Béatrice, récupérer les dossiers et les remettre à un journaliste en qui Théo avait confiance. Quelqu'un hors de l'influence des Vauquelin, capable de publier les preuves avant qu'elles ne soient étouffées. Risqué, certes, mais pas plus que toutes les missions qu'Élodie avait entreprises durant sa carrière militaire. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était la prochaine étape de Béatrice. Alors qu'Élodie et Eliette s'apprêtaient à partir pour Lyon, des nouvelles urgentes arrivèrent de Théo. Béatrice avait disparu de sa résidence surveillée avec son équipe de sécurité et plusieurs gros véhicules. Plus inquiétant encore, les renseignements suggéraient qu'elle avait donné l'ordre de « faire le ménage », c'est-à-dire d'éliminer tous ceux qui pouvaient la relier au trafic, y compris les femmes rescapées. Le lieu du refuge avait été compromis. Le temps, déjà compté, venait de s'écouler. Élodie abandonna immédiatement le plan lyonnais, se concentrant sur le plus urgent, protéger les femmes qui avaient déjà tant souffert aux mains des Vauquelin. Ils arrivèrent à la planque et découvrirent une scène de chaos et de sang. 2 policiers gisaient morts dans le hall d'entrée, victimes d'un coup de maître. À l'intérieur, les femmes restantes se blottissaient, terrorisées, tandis que les hommes de main de Béatrice, menés par son fils cadet, Vincent, fouillaient méthodiquement le bâtiment, exécutant tous ceux qu'ils trouvaient. Élodie entra silencieusement par une fenêtre arrière, Eliette la suivant de près. La froideur familière du combat l'envahit tandis qu'elle évaluait la situation. 5 ennemis, lourdement armés, se déplaçant de pièce en pièce avec une précision militaire. Vincent Vauquelin dirigeait les opérations depuis une position centrale, sa mère étant invisible. Cela exigerait un timing et une coordination parfaits. « Allez chercher les femmes », murmura-t-elle à Eliette. « Conduisez-les à la sortie du sous-sol que nous avons identifié. Je vais faire diversion. » Eliette hocha la tête, la peur limpide dans le regard, mais la détermination plus forte. Alors qu'elle s'éclipsait vers les survivants cachés, Élodie se prépara à ce qui pourrait être son dernier combat contre la famille Vauquelin. La première explosion prit Vincent et ses hommes complètement par surprise. Élodie avait placé de petites charges à des endroits stratégiques de la planque lors de sa reconnaissance initiale, se préparant précisément à ce scénario. L'explosion contrôlée fit s'effondrer une partie du couloir est, piégeant 2 des hommes de Vincent sous les décombres et créant une confusion momentanée parmi les autres. Profitant de cette période cruciale de désorientation, Élodie frappa, se déplaçant à travers la fumée, tel un fantôme,
éliminant un troisième homme avant qu'il ne puisse percevoir sa présence. Vincent réagit avec une rapidité professionnelle, aboyant des ordres à son dernier homme de main, tandis qu'il prenait des positions défensives. Contrairement à son frère instable, Vincent était calculateur et discipliné, un adversaire de taille dont le passé militaire rejoignait celui d'Élodie. La fusillade qui s'ensuivit fut brutale et méthodique, un jeu mortel de position et de contre-position se déroulant dans la planque criblée de balles. Tandis qu'Élodie affrontait Vincent et son homme, Eliette guida les survivantes vers la sortie du sous-sol. Parmi elles se trouvait une jeune femme enceinte nommée Clémence, le ventre gonflé par 7 mois de vie, un enfant conçu en captivité, souvenir permanent de l'horreur qu'elle avait endurée. Alors qu'elles atteignaient l'escalier du sous-sol, une silhouette émergea de l'ombre, Béatrice Vauquelin elle-même, élégante même dans cet instant de violence, un pistolet tenu avec une assurance experte dans sa main manucurée. « Partir si tôt ?» demanda-t-elle d'une voix cultivée et froide. « Après tout le mal que j'ai fait pour te retrouver. » Eliette s'interposa instinctivement devant Clémence, protégeant la femme enceinte de son propre corps. « Lâche-les » ordonna-t-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. « Ton empire est fini, Béatrice. C'est fini. » Le rire de Béatrice était glaçant, tant son amusement était sincère. « Rien n'est fini tant que je ne le dis pas, » répondit-elle en levant son arme. « Et les détails doivent être réglés. » Le coup de feu qui retentit ne provenait pas de l'arme de Béatrice. Il vint de derrière elle, la balle l'atteignant à l'épaule avec suffisamment de force pour la faire pivoter. Théo se tenait en haut de l'escalier du sous-sol, son arme de service pointée sur la femme qui terrorisait sa ville depuis si longtemps. « Faites-les sortir », ordonna-t-il à Eliette, sans quitter Béatrice des yeux. « Maintenant !» Tandis que les femmes s'enfuyaient vers un lieu sûr, Béatrice se ressaisit avec un sang-froid remarquable, son bras blessé pendant mais son autre main toujours serrée sur son pistolet. « Shérif Haddad, » dit-elle presque sur le ton de la conversation, « je suis déçu. On avait un arrangement tellement avantageux. » L'expression de Théo resta sombre. « Considérez-le comme terminé, » répondit-il. L'affrontement ne dura que quelques secondes avant que Béatrice ne passe à l'action, levant son arme avec une rapidité surprenante. La réaction de Théo fut plus rapide. 3 coups de feu en succession rapide laissèrent Béatrice Vauquelin, la redoutable mère d'un empire criminel, effondrée au sous-sol, sa vie se vidant de son sang sur le béton. À l'étage, Élodie avait coincé Vincent dans ce qui avait été la cuisine de la planque. Son dernier homme de main gisait mort dans le couloir, laissant le fils Vauquelin seul face à la femme qui avait systématiquement démantelé l'opération familiale. « Tu as tout détruit, » dit-il, le sang d'une blessure au flanc tachant sa chemise de luxe. Contrairement à Lazare, il n'y avait aucune supplication dans sa voix, aucune négociation désespérée, seulement un aveu froid de défaite. « Mon frère, notre entreprise, maintenant ma mère, tout ça à cause de toi. » Élodie s'approcha prudemment, son arme pointée sur lui. « À cause de ce que tu as fait, » corrigea-t-elle. « À mon mari, à ses femmes, à d'innombrables autres dont nous ne connaîtrons jamais les noms. » Vincent hocha lentement la tête, un étrange sourire se dessinant sur ses lèvres. « Nous ne sommes pas si différents, toi et moi, » observa-t-il. « Tous 2 tueurs entraînés, tous 2 prêts à tout pour protéger ce qui nous appartient. » La comparaison toucha une corde sensible, faisant hésiter Élodie juste assez longtemps pour que Vincent fasse son dernier geste, non pas vers elle, mais vers un détonateur caché dans la poche de sa veste. L'explosion qui suivit déchira la planque, faisant s'effondrer murs et plafonds dans une réaction de destruction en chaîne. Élodie fut projetée en arrière par l'explosion, des débris s'abattant autour d'elle, tandis que le bâtiment commençait à s'effondrer. À travers la fumée et la poussière, elle aperçut Vincent, coincé sous une poutre tombée, son dernier acte de défi ayant coûté la vie. Tandis que la structure gémissait de façon inquiétante autour d'elle, Élodie se fraya un chemin vers les escaliers du sous-sol, appelant Théo dans le chaos. Elle le trouva blessé mais vivant, aidant les dernières femmes à franchir la sortie. Ensemble, ils sortirent du bâtiment en flammes quelques instants avant qu'il ne s'effondre complètement. Le dernier chapitre de l'héritage Vauquelin écrit dans les flammes et les ruines. À l'arrivée des secours, Élodie s'éclipsa sans être vue. Sa mission accomplie, mais le cœur encore lourd de la perte qui avait tout déclenché. Des semaines plus tard, Élodie se tenait sur la tombe de Mathis, la première fois qu'elle lui rendait visite depuis son enterrement dans cette paisible clairière.
Le procès contre l'organisation Vauquelin avait été instruit sans son témoignage. Théo et les femmes secourues avaient fourni suffisamment de preuves pour démanteler ce qui restait du réseau, et Lazare passerait le reste de sa vie en prison. Les registres mentionnés par Élodie furent finalement retrouvés au domicile lyonnais de Béatrice, leur contenu provoquant une onde de choc dans les milieux policiers et politiques de toute l'Europe. Justice avait été rendue, vengeance exécutée. Pourtant, debout devant la simple stèle de son mari, Élodie ne ressentait aucun triomphe, seulement une paix silencieuse et mélancolique. « C'est fait », murmura-t-elle en déposant une fleur sur la tombe. « Ils ne peuvent faire de mal à personne d'autre. » Le poids qu'elle portait depuis ce jour terrible n'avait pas disparu, mais il s'était transformé en quelque chose qu'elle pouvait supporter, quelque chose qui ne la définissait plus à chaque instant. Alors qu'elle se retournait pour partir, Élodie remarqua une silhouette qui l'attendait au bord de la clairière. Clémence, dont la grossesse était encore plus prononcée, le visage marqué par le traumatisme, mais aussi par une détermination retrouvée. « Nous voulions vous remercier, dit-elle à l'approche d'Élodie. « Nous toutes, de nous avoir rendu la vie. » Derrière elle se tenaient plusieurs autres survivantes, dont Eliette, chacune portant une fleur à déposer sur la tombe de Mathis. « Il aurait été fier de vous, » ajouta doucement Eliette, « de nous avoir sauvés quand personne d'autre ne le pouvait. » Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux pour la première fois depuis la mort de Mathis, la carapace qu'elle avait construite autour de son cœur se fissurant enfin pour laisser le deuil et la guérison s'exprimer. Ces femmes comprenaient la perte, le traumatisme et la survie comme peu d'autres le pouvaient. En leur compagnie, elle découvrit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu découvrir à la fin de sa mission, la possibilité d'un avenir au-delà de la vengeance, au-delà du soldat qu'elle avait été, au-delà de la veuve qu'elle était devenue. Alors qu'ils quittaient ensemble la clairière, Élodie retira son alliance de son cou et la glissa à son doigt, là où elle devait être. Mathis serait toujours avec elle, mais désormais, elle pouvait le porter vers l'avenir. Non pas comme un fantôme appelant à la vengeance, mais comme un souvenir inspirant compassion, protection et courage pour recommencer.